Impuissance politique, effritement de la confiance des citoyens envers leurs représentants et leurs institutions, force est de constater que nos démocraties ne se portent pas bien. Pourtant, il y a 20 ans, la chute du mur de Berlin semblait marquer le triomphe définitif, pensait-on, de la démocratie. Alors que s'est-il passé? Pourquoi le moins pire de tous les régimes politiques, pour reprendre la formule de Churchill, est-il à la peine? Comment comprendre cette poussée de l'illibéralisme politique? Et surtout, peut-on réparer la démocratie par un retour au libéralisme politique ou plutôt au conservatisme? En France, la crise des Gilets jaunes semblait constituer une opportunité assez inédite de transformer son fonctionnement. Et le grand débat national devait permettre de souffler quelques solutions à nos dirigeants politiques qui peinent à les trouver. Alors qu'en est-il? Les annonces de réformes faites par Emmanuel Macron sont-elles de nature à réenchanter la démocratie? Ou au contraire, le printemps des peuples marquera-t-il son inexorable déclin? Bonjour Chantal Delsol. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, éditorialiste, professeur émérite de philosophie à l'université Paris-Est. Et vous venez de co-diriger avec Giulio Di Ligio La démocratie dans l'adversité. On sort tout juste, Chantal Delsol, d'un 1er mai agité, où les violences ont été importantes, mais contenues. On en a déjà parlé dans les journaux. On n'a pas eu l'apocalypse annoncée, le chaos a été évité. Malgré les débordements, bien sûr, et les violences des Black Blocs qui étaient venus une fois encore affronter les forces de police. Le leader syndical de la CGT, Philippe Martinez, a même été contraint de quitter le cortège à cause précisément des Black Blocs, mais il a également dénoncé les agissements des policiers qui ont chargé la CGT, a-t-il dit. Il y a eu un communiqué de la CGT qui a dénoncé, je cite, fermement les violences en cours sur Paris. Ce scénario en cours, scandaleux et jamais vu, est inadmissible dans notre démocratie. Quel regard, Chantal Delsol, vous portez sur cette fête des travailleurs d'hier, sur la violence, et qu'est-ce que ça vous semble révéler au fond de la crise de la démocratie que traverse notre pays? Oui, là c'est peut-être plutôt une crise française qu'une crise de la démocratie en général. Peut-être une crise de la démocratie française. Personnellement, je pense que la démocratie française est beaucoup trop centralisée. Les citoyens ne sont pas assez proches du pouvoir, ou plutôt le contraire, le pouvoir n'est pas assez proche des citoyens. Et je pense que cette crise des Gilets jaunes provient en grande partie de là. Les citoyens peuvent avoir l'impression, alors à tort ou à raison, évidemment, on peut se discuter, mais d'être traités un peu comme des pions, ou de n'être pas assez regardés. Alors en l'occurrence, l'impression d'être méprisé en raison du caractère du président. Bon, ça c'est encore une chose qui s'ajoute et qui n'est pas moindre, je pense. Mais sur la journée d'hier, on a vu effectivement des violences, mais des violences contenues. Dans le même temps, on a des syndicats qui ont du mal finalement à faire entendre leur voix. Comment vous analysez tout ça? Est-ce que finalement vous y voyez le signe d'une démocratie qui d'une certaine manière ne résiste pas si mal que ça? Ou est-ce que ça vous inquiète? Ce qui est inquiétant, c'est que les syndicats, comme d'ailleurs les autres corps intermédiaires, se sont littéralement effondrés, ont implosé. Enfin, ils n'ont pas été explosés de l'extérieur. Ils sont devenus finalement éthiques, tout petits. Hein. Ça se voit d'ailleurs hier. C'est tout à fait étonnant. Il y a peu de syndicalistes, que ce soit dans les rues au 1er mai ou à d'autres moments, pour se défendre, pour discuter, ce qui est quand même le rôle d'un syndicat. Et c'est vrai pour tous les autres corps intermédiaires. Il me semble qu'une démocratie sans corps intermédiaires est en voie d'autocratisation. Hein. Je ne dis pas de tyrannie, ce serait excessif, mais c'est très dangereux. Une démocratie ne peut tenir que grâce à ces corps intermédiaires. Et là, la faillite des syndicats est une des expressions de cette faillite générale. Il y a encore pas si longtemps, Chantal Delsol, je le disais dans mon introduction, on émettait évidemment des critiques vis-à-vis de nos démocraties imparfaites. On n'imaginait pas qu'elles pouvaient être concurrencées quand même par d'autres formes de régimes, et notamment par des démocraties libérales. Après la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS, la démocratie libérale, elle semblait s'être quasiment définitivement imposée. Et d'aucuns pensaient même qu'elle serait le régime de la fin de l'histoire, oui, pour reprendre l'écrivain Francis Fukuyama. Pourquoi est-ce qu'on s'est trompé? D'où venait cet aveuglement, cette conviction que la démocratie, c'était le régime ultime et qu'il allait forcément s'imposer, et s'imposer à tous, durablement? Parce qu'on était parti sur des présupposés idéologiques de fin de l'histoire en général. Alors la fin de l'histoire, ça pouvait être les lendemains qui chantent du communisme, ça pouvait être le Reich de Milan du nazisme, tout ça étant finalement parallèle, quoique évidemment différent. Et là, on était parti dans ce type de processus, si vous voulez. Donc on change les contenus, mais on conserve le processus. On enlève les idéologies totalitaires, épouvantables, dont on sort dans la deuxième moitié du
XXe siècle, et on met à la place un autre contenu qui est la démocratie, mais on garde la forme, et la démocratie devient la fin de l'histoire. Ça s'est passé comme ça, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'on a fait de la démocratie une idéologie, alors que ce n'était pas le cas? Je pense. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, justement, le fait qu'on l'a considéré pendant un laps de temps assez court, finalement, je dirais une vingtaine d'années, après la chute du mur, hein, entre la chute du mur et le tournant du siècle. Donc ça a été assez court, finalement. On a considéré la démocratie comme étant, oui, justement, un régime parfait, une fin de l'histoire, quelque chose d'indépassable, c'était le mot qu'on utilisait toujours, indépassable. Or, c'est bien mal connaître le monde humain. Rien n'est indépassable dans le monde humain. Vous savez, à l'époque de Dante, on croyait que la monarchie était indépassable. Parce qu'on était dans un État chrétien. Mais croire que la démocratie est indépassable, c'est aussi stupide. Rien n'est indépassable. La démocratie peut être dépassée. Alors moi, je le regrette parce que je suis démocrate, mais je crois que c'était une mauvaise manière d'appréhender le monde humain. C'est cela qui caractérise la crise de nos démocraties aujourd'hui, précisément le fait qu'aujourd'hui, parce qu'il y en a eu de nombreuses des crises de la démocratie. Bien sûr. Aujourd'hui, le fait précisément d'avoir fait de la démocratie une idéologie, c'est ça qui caractérise notre crise actuelle? Oh, pas du tout seulement. Ouais. C'est l'un des points, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres points. Si on remonte assez loin dans le temps, mettons à peu près un siècle, ce qui, à mon avis, a été important pour abîmer la démocratie, puisque on est là, c'est qu'elle a été détournée en fait de son but. Il y a eu des confusions qui ont été opérées. On a cru, par exemple, on le croit encore d'ailleurs, qu'il faut étendre la démocratie partout pour qu'elle marche mieux. C'est-à-dire que la démocratie ne soit pas seulement dans la société civile, mais soit aussi dans l'école, dans l'armée, dans l'université. Ça, je crois que c'était une très très grosse erreur. Il y a eu d'autres confusions, comme par exemple, je vous donne un exemple très précis, à Sciences Po dans les années 70, on disait qu'il y avait deux types de démocratie, démocratie occidentale et démocratie populaire. Et ça a été une confusion absolument dramatique, parce que toute une génération s'est imaginé que le soviétisme, c'était une autre forme de démocratie. Je pense que voilà des confusions qui, ajoutées les unes aux autres, il faudrait plus de temps évidemment pour décrire tout ça en détail, mais ajouter les unes aux autres abîme terriblement un concept. Alors, il y a beaucoup d'autres causes. Hein. Il y a aussi quelque chose qu'on a cherché à faire, c'est imposer par le haut la démocratie à des pays, je pense à l'Irak, je pense à l'Afghanistan, et ça, vous dites que ça a été une terrible erreur, parce qu'en réalité, et vous allez nous expliquer pourquoi, vous considérez que la démocratie, c'est aussi une culture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'implanter partout. Je voudrais vous entendre sur ce point. En quoi est-ce que c'est une culture? Et si ça l'est, quelles sont au fond les conditions propices à l'implantation de la démocratie? Vous savez, la démocratie moderne s'est implantée en Occident. Et elle s'est implantée sur un terreau qui d'une façon anthropologique, lui convenait. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord une confiance dans la personne humaine, dans la conscience individuelle, et puis une certaine liberté. Car la liberté occidentale ne date pas de la Révolution, contrairement à ce qu'on dit ou à ce qu'on croit. La liberté occidentale, elle se développe à partir des premiers siècles, parce qu'elle se développe dans une société qui est en fait judéo-chrétienne. C'est à partir de là que les démocraties modernes s'implantent, d'abord dans les monastères de Saint-Benoît, ensuite au XIe siècle dans les villes italiennes, et ensuite avec la Magna Carta anglaise. Et donc, pardon. Se développe dans un terreau culturellement libéral. D'accord. Pour avoir la démocratie, il faut d'abord la liberté. Il faut d'abord la liberté. C'est pourquoi nous avons été assez sots, finalement, de nous imaginer que la démocratie pouvait s'implanter dans un pays comme la Libye, par exemple. On a dit beaucoup de sottises à ce sujet au moment de la guerre de Libye, uniquement comme si la démocratie était une espèce de clé anglaise qu'on pouvait prêter à un pays. Vous nous la rendez après, vous installez la démocratie. Non, ça marche pas du tout comme ça. Alors, si on regarde les pays qui ont, d'une certaine manière, basculé dans une forme d'illibéralisme ou de populisme, dit-on, mais on reviendra, je sais que vous n'aimez pas tellement ce terme, peut-être qu'on y reviendra, mais si on regarde par exemple les pays de l'Est, la Hongrie, la Pologne, est-ce que l'arrivée de ces démocraties illibérales, elles sont le fait que précisément dans ces pays-là, il y avait un manque de liberté dans ces sociétés?
Non, là, je pense qu'il y a trois types d'illibéralisme dans le monde, et là, je crois que c'est pas le cas. Il y a des démocraties illibérales dans des pays dont le terreau n'était pas libéral et qui donc ont implanté des méthodes démocratiques sans avoir la culture. Ça peut être le cas, par exemple, de l'Égypte ou d'un certain nombre de pays du Maghreb. Il faudra encore en discuter, parce qu'on peut toujours discuter pour savoir si c'est une vraie démocratie ou pas. C'est éminemment discutable. Et puis, il y a des démocraties illibérales d'Europe centrale, ce qui n'est pas le cas, parce que ce sont des sociétés libres, libérales. Elles l'ont montré sous le communisme, où elles ont été capables de résister culturellement au communisme. Mais là, c'est parce que ce sont des peuples qui, en ce moment, ça peut changer, ne sont pas d'accord avec le type de démocratie que les pays de l'Ouest et l'Europe proposent. Donc ça veut dire que la liberté n'est pas une condition suffisante. Elle considère que la liberté est trop grande. Alors, évidemment, tout ça, ça se discute, mais elle considère que la liberté que nous proposons, disons, les deux pays phares de l'Occident, qui sont l'Allemagne et la France, et puis l'institution européenne, est une liberté trop grande. En quoi elle serait trop grande ? Eh bien, ce sont des pays qui considèrent que la liberté a des limites. Alors, en quoi est-ce que la liberté ici est trop grande ? Eh bien, la politique d'immigration de Merkel, qui a consisté en 2015 à recevoir 1,5 million de migrants dans l'année, ils estiment que c'est une ouverture des frontières, donc une liberté de circulation trop grande, par exemple. Oui, donc c'est une forme de retour du conservatisme, pour le coup. Quand on parle de limite, on parle de conservatisme, en réalité. Exactement. C'est du conservatisme. C'est une expression du conservatisme qui s'oppose à ce qu'il considère, Toro a raison encore une fois, comme étant trop progressiste, trop émancipateur, trop libéral, voilà. Donc c'est un retour du conservatisme, mais c'est pas forcément antinomique avec l'épanouissement de la démocratie, le conservatisme. C'est une autre forme de démocratie, enfin c'est une forme de démocratie avec une liberté plus limitée. Si on revient sur la France, Chantal Delsol, lors de sa conférence du 25 avril dernier, le président Emmanuel Macron a eu quelques accents justement un peu conservateurs. Alors d'abord, il a cité Georges Bernanos, qui est auteur du journal d'un curé de campagne, qui est une référence assez traditionnelle de la droite conservatiste française, même si Bernanos, il a aussi produit une certaine critique du conservatisme. Ouais, bien sûr. Il a déclaré, Emmanuel Macron, je le cite, « Dans le monde contemporain, ces dernières années, s'était installée l'idée qu'on pouvait être de parfaits nomades, qu'on pouvait vivre nulle part parce qu'on gagnait partout. Ce n'est pas vrai, a-t-il déclaré. Le Brexit, les élections américaines, la fracturation du monde l'ont rappelé. Ce que vit notre société le rappelle aussi. » Cette conception, elle est éminemment conservatrice. Là encore, on parlait de limite tout à l'heure. Voilà, ce sens où le conservatisme considère que tout a une limite et qu'il faut le reconnaître et qu'il faut les défendre. Est-ce que le président français est en train d'opérer un glissement conservateur ? Oui, vous avez raison. Le fait de critiquer le nomade, c'est éminemment conservateur, bien sûr. Le anywhere, comme on dit. Je pense que le président Macron voudrait tout embrasser. Il voudrait avoir tout le monde avec lui, être aimé par tout le monde, être à la fois de gauche et de droite. Et par conséquent, il a vu qu'il y avait une demande du côté du... ce qu'on peut appeler, vous et moi, le conservatisme, il n'y a pas de problème. Et donc, il opère un glissement de ce côté-là, de la même façon que quand il est allé faire un discours chez les catholiques, il avait opéré un glissement vers les catholiques. Bon, il pourra aussi bien, demain, opérer un tout autre glissement. Là où il sent que il n'est pas assez aimé, il opère un glissement vers ce côté-là du monde, ou ce côté-là de l'esprit. Il a raison de le faire. Vous êtes, une conservatrice, vous le dites, vous vous revendiquez comme telle. Vous dites que vous êtes une libérale conservatrice, vous l'assumez. Oui. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre démocratie française a besoin d'une forme de retour à un conservatisme ? Écoutez, personnellement, je pense que oui. Pourquoi ? Parce que je trouve que nous sommes trop, justement, du côté de ce qu'on appelait tout à l'heure le nomade, du nowhere, je dirais même plutôt que de l'anywhere. Et en quoi est-ce problématique, et en particulier pour le fonctionnement de notre démocratie ? Je pense que c'est problématique parce que nous avons tous besoin d'un enracinement, nous avons tous besoin de savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons, tout simplement. Je pense que le fait
fait d'avoir voulu rayer toutes les racines, notamment les racines chrétiennes pour l'Europe, c'était une sottise. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes de nulle part. Nous ne sommes pas des gens... Mais personne ne dit ça, y compris ceux qui se considèrent comme des nomades et qui voyagent et qui se sentent... Si, ils savent bien qu'ils ont des racines et d'ailleurs ils les revendiquent. Oui, mais le fait de les avoir gommés au niveau européen et de faire absolument tout pour que nous soyons de nulle part, ce sont les billets de banque. Hein. Les billets de banque montrent bien que nous ne sommes de nulle part. Nous n'avons tous nos monuments sont des monuments abstraits. Je pense que c'est très mauvais. Et c'est ce que les peuples revendiquent, c'est ça. C'est le fait que l'on dise d'où ils viennent. Chantal Delsol, c'est vrai qu'en France, le conservatisme a plutôt mauvaise presse. Il peut même parfois avoir carrément une connotation un peu péjorative. Comment est-ce que vous comprenez le fait que la pensée conservatrice soit aujourd'hui aussi mal considérée ? Vous savez, il faut remonter très loin. Un certain nombre d'auteurs avaient parlé de la guerre civile européenne pour parler de la lutte entre le communisme et le nazisme. Je pense que le nazisme a complètement abîmé la pensée conservatrice, parce qu'au fond, le nazisme, c'était la perversion du conservatisme, alors que le communisme était la perversion de la pensée de l'émancipation. Hein. Et donc, toutes ces dictatures qui sont développées en Europe dans les années 30, tous les fascismes, tous les corporatismes, ont abîmé la pensée conservatrice qui, dès lors, leur a été complètement identifiée. Donc, c'est pour ça qu'en France, d'ailleurs, en plus, la France est un pays de gauche, essentiellement. Je pense que la France est essentiellement socialiste. Enfin bon, on peut en discuter. La France est un pays de gauche ? Ah oui, je pense que la France est un pays de gauche, depuis la Révolution. En tout cas, si elle était majoritairement socialiste, ça se verrait dans les élections, c'est pas probant. Oui, parce que le socialisme a été accolé au communisme, et donc ça a laissé de mauvais souvenirs. Aujourd'hui, plus tellement quand même. Oui, mais enfin, le socialisme a du mal. Mais enfin, la France est un pays très, très égalitaire. Vous n'avez qu'à regarder la dispute qu'il y a eu dès que 2 ou 3 personnes ont dit qu'elles donnaient de l'argent à Notre-Dame. Tout de suite, il y a eu une levée de bouclier. C'est incroyable. Donc... Le conservatisme a été assimilé à ces perversions, alors que le conservatisme n'est pas du fascisme. Est-ce que c'est pas aussi parce que il y a justement des conservatismes en France, plusieurs courants, et que finalement il est extrêmement divisé, et que c'est aussi ce qui fait peut-être sa faiblesse? Vous avez raison. Ce qu'il y a, c'est que dans les rangs du conservatisme se glisse un certain nombre de réactionnaires, parce que les réactionnaires, du coup, ne peuvent pas se dire. Hein. Là, ils n'ont vraiment pas le droit. Ils seraient ridiculisés aussitôt. Vous pensez à qui ? Ah ben non, je ne veux pas vous donner de nom. Non, mais, ou à quel courant, enfin. Mais il y a des... par exemple, je pense que le courant monarchiste en France est plutôt réactionnaire que conservateur. Donc, ils sont mélangés aux conservateurs. Je pense que ça ne contribue pas, si vous voulez... donc, le conservatisme, effectivement, a mauvaise presse. Ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. Personnellement, je porte ces idées-là et je continuerai à les porter. Ça ne me gêne pas que ça ait mauvaise presse. Ce qui est important, c'est que du coup, ça veut dire que ça nous empêche d'avoir un certain pluralisme politique. Ah ben complètement, bien sûr. Il n'y a pas de pluralisme politique en France parce qu'il y a une partie des Français qui sont taclés dès qu'ils apparaissent. Ouais. En tout cas, il y a quand même un pluralisme politique, mais peut-être qu'il n'a pas toute... Et je pense qu'il devrait avoir plus d'ampleur, et je pense que tous les partis de pensée, je ne parle pas des partis politiques, devraient être considérés avec sérieux. Bon, eh bien, on reparlera dans une vingtaine de minutes de cette question du pluralisme politique. Chantal Delsol, vous restez avec nous. Il est 8h, vous écoutez France Culture. Bienvenue à tous. Florian Delorme. Et on retrouve notre invité Chantal Delsol. Je rappelle que vous avez co-dirigé La démocratie dans l'adversité, une enquête internationale parue au CERF, et Monique Cantos-Perber. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe et vous signez tout juste La fin des libertés, ou comment refonder le libéralisme. Votre livre, c'est un cri d'alarme, celui d'une libérale affichée qui s'inquiète de voir la tournure que prend le libéralisme. Les mouvements politiques hostiles aux libertés, populisme, césarisme, démocratie libérale se multiplient en Europe, dites-vous, montrant ainsi dans les faits que le libéralisme politique n'incarne plus aux yeux de beaucoup d'Européens un mouvement politique d'avenir. Voilà ce que vous écrivez dans l'introduction. Qu'est-ce qui, dans la journée d'hier, on entendait à l'instant le billet politique de Stéphane Robert, qu'est-ce qui, dans cette journée d'hier, vous semble illustrer justement ce recul de nos libertés qui vous inquiète ?
Les événements de la journée d'hier me paraissent attester d'une part d'une crise sociale qui est tout à fait présente en France et dont le révélateur a été le mouvement des Gilets jaunes, mais qui évidemment est bien antérieur à ce mouvement, une forme d'anomie qui saisit nos sociétés. Mais en termes de liberté? En termes de liberté, d'une certaine manière, hier, l'espace public a été capté par un certain nombre d'agitateurs et de personnalités extrêmement violentes. Comme votre chroniqueur, comme Stéphane Robert le rappelait très justement, par ailleurs, l'espace public a été déserté par beaucoup d'autres. Donc, d'une certaine façon, beaucoup des libertés dans l'espace urbain et dans la vie commune se jouent dans l'espace public et dans la possibilité d'être présent. Ça n'a pas été le cas hier. Et d'une certaine manière, c'est tout à fait caractéristique de l'évolution conjointe que l'on observe actuellement et qui est extrêmement nocive aux libertés. C'est-à-dire l'impossibilité, en quelque sorte, de construire un espace de liberté commun. Parce que la liberté, c'est d'abord la liberté individuelle qui est fortement menacée par les évolutions contemporaines, mais c'est aussi la possibilité de construire ensemble des normes communes qui garantissent les libertés collectives. Qu'est-ce qui menace nos libertés? Vous avez des exemples un peu notables, un peu frappants? Dans les événements d'hier? Pas forcément, au-delà. Alors, les exemples sont nombreux. D'abord, évidemment, les évolutions qui tendent aujourd'hui à faire passer notre civilisation dans un monde clairement numérique, avec des capacités de surveillance des individus, de normalisation des comportements qui sont tout à fait attestés. Par ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, une emprise de plus en plus forte sur la liberté individuelle. Il y a et en particulier la liberté d'opinion et d'expression. Il y a une forme de bien-pensance nourrie par les politiques d'identité, nourrie par une sorte de conformisme des opinions qui restreint peu à peu les expressions. On le voit. Mais ça, c'est pas une restriction institutionnalisée de nos libertés. Quand vous lisez par exemple les rapports sur l'égalité du Haut Conseil pour l'égalité hommes-femmes adressés aux humoristes, leur recommandant de continuer à faire rire mais d'éviter d'aborder certains sujets, alors évidemment il ne s'agit pas d'enfreindre la loi bien sûr, mais il y a des sujets qui sont considérés comme portant atteinte aux libertés d'autrui. Or ces sujets jusqu'à présent étaient tout à fait acceptés, par exemple sur un certain nombre de questions. Donc là on a affaire, et puis l'autre à une restriction des libertés, et l'autre restriction tout à fait notable, c'est la difficulté de plus en plus grande de circuler dans l'espace public. On vient d'en donner un exemple, et également une fluidité sociale réduite. Alors, en matière scolaire, c'est tout à fait clair. La société ouverte et libre, où les possibilités de circulation sont infinies, où on peut échapper à sa condition, est de plus en plus une illusion. Et dernier point, vous l'avez relevé, les atteintes aux libertés politiques. On l'entend, hein, vous dites qu'effectivement, il y a un recul des libertés et que c'est un vrai problème et que d'une certaine manière, c'est au cœur de la crise de nos démocraties. Est-ce qu'on manque aussi de liberté en matière économique, ou est-ce que vous concédez qu'au moins en l'espèce, dans ce champ-là, peut-être faudrait-il un petit peu les restreindre, ces libertés? La liberté économique est une chose extrêmement précieuse, ça va de soi. Il y a pas, toutes les libertés sont liées les unes aux autres. Simplement, à mes yeux, et dans l'interprétation du libéralisme que je défends, la liberté économique est un moyen. La question essentielle n'est pas là. La question essentielle, c'est celle de la finalité. Quelle société libre voulons-nous construire ensemble? Et il est évident que parfois la liberté économique peut être utilisée comme un moyen d'asservissement. Il n'y a qu'à s'interroger sur la liberté des contrats, qui, si certaines règles collectives ne sont pas respectées, peut être une occasion peut placer certains individus dans une situation de grande dépendance. Donc la liberté en tant que telle n'est pas un totem, ce n'est pas un tabou, elle est un moyen pour construire une société libre. Et un des paradoxes que j'essaie d'analyser dans mon livre, c'est à quel point un libéralisme dogmatique qui a défini les libertés à partir de la liberté économique pouvait être, pour finir, un régime qui porte atteinte aux libertés. Tout dernier point, et puis je fais réagir Chantal Delsol, mais on voit bien, vous parlez d'un recul des libertés individuelles fondamentales, et en même temps, quand on regarde le libéralisme économique, lui, il se porte très bien, merci pour lui, il est extrêmement épanoui. Alors jusqu'où est-ce qu'on peut établir un lien, une corrélation entre liberté d'un côté et libéralisme de l'autre? En quoi, au fond, leur avenir serait-il lié? Le libéralisme est une philosophie des libertés, je ne vais pas vous l'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, philosophie des libertés? Ça veut dire liberté individuelle, avec un très grand respect pour les limites de la vie privée et pour la responsabilisation personnelle. L'individu est responsable de ses actes. Mais le libéralisme est aussi une philosophie sociale, contrairement aux caricatures qui en sont souvent données. C'est-à-dire que le libéralisme plaide pour une société libre, où les personnes sont animées d'une capacité de choix, d'une capacité d'évolution de la société qui, dans le monde moderne,
moderne est quand même la première traduction de la liberté. Il peut également prendre des tonalités sociales très fortes, comme disait un auteur que je cite souvent, un antifasciste italien, Carlo Rosselli, la clé du libéralisme est de savoir comment la liberté peut arriver dans la vie des gens les plus pauvres. Et enfin, le libéralisme, c'est fondamentalement la participation politique, avec un espace laissé aux citoyens pour critiquer le pouvoir, ses finalités, et le contraindre à le limiter, ce qui exige corps intermédiaire, médiation, représentation et espace de participation. Or, pour en revenir à votre question initiale, il me semble qu'aujourd'hui la société évolue vers une sorte, le terme était très bien choisi, de désagrégation, d'anomie du côté du peuple ou de la population et du côté d'une sorte de concentration excessive des décisions politiques, ce qui fait que l'on s'avance de plus en plus vers une confrontation entre un peuple et son chef, qui est évidemment tout à fait délétère pour la condition des libertés, évolution que l'on peut observer dans certains pays d'Europe, où les procédures démocratiques sont respectées. En Hongrie, en Pologne, on n'a jamais remis en cause la pluralité des partis. Simplement, ce qu'on remet en cause, c'est l'indépendance de la presse, c'est l'indépendance des autorités indépendantes, c'est des autorités, et c'est aussi tous les contre-pouvoirs, et bien sûr, au premier chef, la justice, qui permettent de faire de la démocratie une véritable démocratie libérale. La démocratie peut avoir intrinsèquement des tendances antilibérales, on ne peut pas l'ignorer. Chantal Delsol, sur ce que vient de dire à l'instant Monique Cantos-Perdberg, et peut-être en particulier sur cette question de la concentration des pouvoirs. Il faut effectivement des contre-pouvoirs, mais aussi il faut un pouvoir pas trop concentré. Or, effectivement, on voit là qu'il y a un problème de concentration des pouvoirs et la nécessité peut-être extrêmement prégnante de décentraliser un petit peu justement ces choses. Est-ce que vous avez le sentiment que de ce point de vue, Emmanuel Macron, qui a fait un certain nombre d'annonces la semaine dernière, est allé dans ce sens-là, ou est-ce que vous continuez de penser qu'on n'en fait pas suffisamment en termes de déconcentration du pouvoir, Chantal Delsol? Il a posé une mesure majeure pour concentrer encore plus le pouvoir déjà très concentré en France, lorsqu'il a commencé, dès son entrée en fonction pratiquement, à dire qu'il supprimait les impôts locaux. Si vous enlevez aux maires pratiquement leur seule possibilité d'avoir des finances à eux, qui ne sont pas des finances qu'on va pleurer auprès du pouvoir, si vous leur enlevez ça... vous leur enlevez du pouvoir. Ah, ben évidemment. Et ça, je pense que ça a marqué clairement sa mentalité. Hein. C'est quelqu'un qui est, à mon avis, clairement jacobin à la française. Et ça, c'est terrifiant. Moi, j'ai été terrifiée quand j'ai entendu cette... Puis surtout qu'on ne peut pas revenir dessus. Maintenant, on ne peut pas dire aux Français, ah ben non, si finalement, vous allez payer un impôt. Non, c'est... Alors, il a dit juste après, mais je vais compenser. Oui, mais je vais compenser. Ça veut dire qu'il va falloir aller pleurer auprès de lui pour qu'il compense. C'est clairement une mesure extrêmement jacobine. Donc, ce que je voulais dire, c'est bon, je suis vraiment d'accord avec vous, Monique, sur tout ce que vous dites, parce que je suis libéral comme vous, évidemment avec des précautions, avec des limites. Oui, vous êtes une libérale conservatrice, oui. et vous, Monique Cantos-Perdberg, vous êtes une libérale, disons, de gauche. Vous prônez un socialisme libéral. Voilà un peu la différence entre les deux, et d'ailleurs, on va y revenir. Je vous laisse poursuivre. Oui, ce que je voulais juste ajouter, c'est que la liberté, c'est aussi une société de liberté, c'est aussi une société dans laquelle on croit en la conscience individuelle et au bon sens individuel. Je pense que la démocratie est fondée là-dessus. On croit au bon sens individuel. On croit que le peuple est capable de prendre des décisions pour le bien commun. Ce qui va clairement à l'encontre de cela, c'est la technocratie. Vous aurez remarqué que nos gouvernants, lorsque le peuple n'est pas d'accord avec eux, ils répondent c'est parce que vous n'avez pas compris. On va mieux vous expliquer. Autrement dit, c'est nous qui avons raison de toute façon, et vous êtes juste là pour qu'on vous explique. Et là, il y a une défiance, et je pense que c'est aussi là que la liberté pêche. Je posais tout à l'heure la question à Chantal Delsol, à savoir s'il y avait eu une forme de virage conservateur du côté d'Emmanuel Macron lors des annonces du 25 avril dernier. On pourrait poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire on pourrait se demander, Monique Cantos-Perdberg, si Emmanuel Macron est en fait un socialiste libéral. Vous avez beaucoup, dans vos ouvrages précédents, vous êtes beaucoup intéressé sur ce concept de socialisme libéral. Vous défendiez donc vous défendez toujours l'idée qu'un libéralisme de gauche est possible. Est-ce que vous pensez que ce libéralisme de gauche a toujours un avenir et que Emmanuel Macron, qu'on a parfois qualifié
des libérales de gauche, est encore en position, en capacité de tenir cette promesse? Comment tenir une promesse que l'on a, d'une certaine façon, jamais faite explicitement? Elle lui a été attribuée, elle a été reconnue comme telle. Tout dans la pratique politique, le type de gouvernementalité, comme on dit aujourd'hui, d'Emmanuel Macron, montre, comme vous venez de le dire, Chantal, un très grand paternalisme, un très grand jacobinisme. Je n'y ai jamais vu un libéral. Dès les premières décisions, d'ailleurs au niveau économique comme au niveau politique, c'est tout à fait clair. Je ne suis plus socialiste libéral. D'ailleurs, d'une certaine façon, je ne l'ai jamais été, même si j'ai voulu explorer cette possibilité. Parce que vous n'y croyez pas? Vous n'y croyez plus? Parce que je ne crois plus au socialisme. Ouais. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui doit être totalement renouvelé à partir des libertés, quitte à abandonner son nom de socialisme. En revanche, en quoi je crois, c'est un libéralisme qui s'occupe aussi de la liberté des plus pauvres, et pas simplement de la liberté de contracter qu'ont les plus riches, les plus puissants et les dominants. Et c'est cette diffraction, cette distribution des libertés comme capacité d'agir et capacité de choix qui, selon moi, est le marqueur du libéralisme contemporain, le seul qui ait un avenir. Comme je le dis dans l'introduction de mon ouvrage, le problème d'un libéral, au fond, c'est même plus la justice sociale, c'est une notion controversée, nul ne sait ce qu'elle signifie. C'est le problème de la pauvreté, le fait que 8 millions de personnes dans notre société française actuelle vivent en deçà du seuil de la pauvreté, aussi contestée que soit cette notion, et n'ont pas véritablement les moyens d'une vie libre. Ça, c'est un véritable problème pour les libéraux, et j'essaie dans différentes propositions d'y apporter une solution. Donc pour revenir à votre question, non, je constate en effet que le libéralisme, aujourd'hui, nous n'avons pas plus affaire à un gouvernement qui respecte les institutions de la liberté, aussi bien au niveau de la base de la population, parce que la liberté, c'est pas simplement l'absence de concentration du pouvoir, c'est aussi la prise en main par les citoyens de leur propre destin. Ça veut dire l'organisation de la société à partir de toutes les initiatives que chacun peut apporter et qui ont une signification politique. La belle idée que Michel Rocard avait tenté de formuler avec l'espoir de cette deuxième gauche qui, en réalité, n'est jamais advenue en France. Donc, il y a, si vous voulez, la liberté, elle se fait de tous les côtés, de la part du pouvoir, qui laisse de l'espace, qui permet du choix. Et les évolutions qu'on nous annonce dans la Constitution me font redouter le pire. Diminution du nombre des parlementaires, je ne suis pas d'accord avec cela. On va y revenir, évidemment, parce que c'est intéressant de se confronter aussi au réel, mais d'abord, restons un tout petit peu dans les idées, et je voudrais revenir sur la question de l'offre politique, parce qu'en vous entendant, on comprend bien que finalement, le socialisme est en crise, il n'a plus d'avenir, le libéralisme de gauche s'est terminé, ou en tout cas, il n'a pas aujourd'hui, finalement, il n'est pas incarné, pas même par Emmanuel Macron. Tout à l'heure, Chantal Delsol, on parlait du conservatisme, et elle concédait que le conservatisme non plus n'est pas en pleine forme, il est extrêmement divisé. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui en France un problème de pluralisme politique? Comment l'expliquer? Est-ce que, par exemple, la montée des populismes qui évidemment produisent une forme de rejet de la part d'un certain nombre de partis serait la cause de tout cela? Et est-ce que c'est pas au fond l'essentiel de notre problème en démocratie, Chantal Delsol, à savoir qu'on a un problème de pluralisme politique? On a un problème de pluralisme politique parce que vous avez parlé tout à l'heure de contrôle et de bien-pensance, enfin de problème de la bien-pensance. Et il y a des courants qui ont du mal à s'exprimer. Et pourquoi? Et pourquoi? Je ne sais pas, il faudrait demander à ceux qui les empêchent de s'exprimer, ce n'est pas moi. Qui les empêche de s'exprimer? Il y a un certain nombre de choses que... Ils s'expriment, on les critique soit, mais ils s'expriment. Oui, enfin, c'est très difficile pour eux de s'exprimer. Ils sont immédiatement mis en cause. Ils s'expriment, qu'ils soient critiqués ensuite. Oui, ils sont immédiatement identifiés à leurs extrêmes. Et pendant très longtemps, le libéralisme était toujours traité d'ultralibéralisme. Enfin, vous le savez bien. Chaque fois que quelqu'un disait « je suis un libéral », on disait « il est ultralibéral ». Alors évidemment, ça vous pousse à l'extrême, même si vous n'êtes pas du tout extrême. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas extrêmes. De la même manière, le conservateur était ultra-conservateur. Monique Cantos-Perbert. Vous ignorez la pratique du platforming, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, un certain nombre de groupes sociaux interdisent d'expression dans certains lieux où ils sont en position dominante,
un certain nombre de positions. Alors ces positions, je ne les approuve pas du tout, mais je suis favorable à la diversité des opinions, à la possibilité pour chacun de pouvoir s'exprimer, d'exprimer ses convictions dans le cadre légal, évidemment dans le cadre de ce que la loi ne sanctionne pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire en France. Enfin, oui. Non, je pose réellement la question. J'ai été responsable d'une institution d'enseignement supérieur. Je peux vous assurer que lorsqu'un député... Vous étiez directrice de l'ANS. À l'époque, c'était même pas les Républicains. Même un prétendant au poste suprême, c'est-à-dire la présidence de la République, voulait s'exprimer, il n'arrivait pas à franchir le portail de la rue d'Ulm. C'est Philippe Crotte à Sciences Po l'autre jour. Donc on ne peut pas ignorer ça. Alors évidemment, ce n'est pas cautionné légalement, mais les plaintes qui sont déposées pour défense de liberté d'expression, entrave à la liberté d'expression, évidemment, n'ont aucune suite. Donc cette espèce de sectarisme qui, en quelque sorte, isole des poches où les opinions sont de moins en moins diverses et de plus en plus uniformes, c'est très facile d'être d'accord avec soi-même, malheureusement tendent à se multiplier. Donc je voudrais vraiment insister sur ce point. Votre question sur le pluralisme est absolument essentielle. Mais songez à la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons un président de la République qui, d'une certaine façon, est arrivé au pouvoir avec une stratégie électorale, d'ailleurs admirablement conçue et parfaitement réalisée, qui consistait à nier le pluralisme. Parce que nous mettre, nous citoyens, dans la situation où il faut choisir entre l'option raisonnable et l'option chaotique, comme notre chroniqueur réalisme, c'est le respect de la diversité des options politiques dans l'espace du En campagne électorale, qui est effectivement ces critiques, qui est cette forme de sectarisme que vous dénoncez? J'entends bien, mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de diversité politique dans la précédente campagne présidentielle. Bien, regardez la rhétorique politique qui était avancée. Il ne s'agissait pas de choisir entre deux options, il s'agissait de choisir entre le bien et le mal. Et d'une certaine façon, la stratégie qui a été mise en place pour les élections européennes... Vous parlez du second tour, là. Vous parlez du second tour. Et qui semble-t-il fait long feu, c'est la même. Opposer les progressistes aux populistes. Je suis évidemment, je n'aime pas le terme progressiste, mais je suis tout à fait du côté de ceux qui croient que les choses petit à petit peuvent s'améliorer, même si je n'ai pas de vision théologique du progrès. Mais je veux que la diversité des opinions soit représentée. Il n'y a pas une seule bonne solution en politique. Il y a des hiérarchies de valeurs différentes. Moi-même, en tant que libéral, je suis aussi extrêmement attaché à la transmission. Et je veux que ce libéralisme, qui est quand même nourri de valeurs qui puissent se transmettre, mais qui n'est pas pour autant identifiable au conservatisme, puisse être représenté dans la palette des choix politiques. Chantal Delsol, vous voulez réagir, et puis ensuite je veux qu'on en vienne aux critiques des différentes annonces d'Emmanuel Macron. Je donne juste un exemple pour confirmer ce sur quoi nous sommes bien d'accord. La télévision française, l'autre jour, je ne sais plus si c'était la 1 ou la 2, commente les résultats dans un pays du Nord où il y avait effectivement un parti dit populiste. Et chaque fois que le parti populiste recule un peu, parce qu'on avait annoncé qu'il était à plus, on dit on a limité les dégâts. C'est-à-dire qu'en permanence, on parle en termes de dégâts. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez parlé du bien et du mal, c'est tout à fait ça. Il y a un parti qui est considéré comme un dégât objectif, ce qui est tout à fait impensable dans une démocratie. Il ne devrait pas y avoir... Ou bien un parti est considéré effectivement comme un dégât, et dans ce cas-là, on l'interdit parce qu'il est néo-nazi, néo-communiste, ou tout ce qu'on veut. Ou bien alors, c'est un parti normal, et dans ce cas-là, il n'y a pas objectivement à parler ainsi de lui. Enfin, c'est juste un exemple que je voulais donner. J'insisterai sur le fait que c'est pas simplement que ce parti soit assimilé au mal, c'est que du côté du bien, il n'y a qu'une seule option, alors qu'il y en a absolument plusieurs. Il y a une option qui met en avant la liberté, à la fois la liberté des organisations spontanées de la société, la liberté dans l'exercice du pouvoir politique, et il y a d'autres options qui mettent en avant d'autres valeurs. Et ce choix est absolument essentiel, parce que sans choix, sans libéralisme politique, il n'y a pas d'exercice possible de la liberté politique. Il n'y a pas de participation politique, et on arrive à cette anomie sociale qui est extrêmement dangereuse, parce qu'il me semble que le moyen le plus sûr de résister au populisme, c'est de mettre les citoyens précisément en position de participer, de délibérer et de pouvoir même d'une certaine façon... Ils ont fait de facto en s'imposant avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a donné l'occasion d'un grand débat et qui a abouti, on le sait, à un certain nombre d'annonces, de réformes d'Emmanuel Macron. Je voudrais vous entendre sur... Juste un point, Fleur Delorme, dans les annonces qui ont été faites lors de la conférence de presse, par ailleurs fort brillante, du président de la République, a-t-il été question de ce grand débat? Il a été question des conversations,
des entretiens que le président de la République a eus avec de nombreux acteurs sociaux, mais des contributions indépendantes des citoyens, du million de contributions qui a été mis sur le site, de cette espèce de grande animation de la société par le bas, dont il faut lui être reconnaissant qu'il en a donné l'occasion. Mais de tout cela, en a-t-il été question? Le discours aurait été le même si ça n'avait pas eu lieu. Vous êtes d'accord avec ça, Chantal Delsol? Finalement, il a fait des propositions, mais il n'a pas entendu, il n'a pas écouté ce qui a été dit pendant le grand débat. Il a fait un certain nombre d'annonces, on va les redire, peut-être qu'on détaillera, mais il y a le fameux référendum d'initiative citoyenne qui était devenu vraiment un symbole quasiment de ce mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai qu'il a été balayé, tel qu'il est proposé, a-t-il dit, il me semble remettre en cause la démocratie participative. Il a annoncé une dose de proportionnel, il n'a pas voulu reconnaître les Gilets jaunes. Globalement, comment est-ce que vous voyez, il a annoncé aussi la diminution des élus, comment est-ce que vous voyez tout ça? Est-ce que c'est de nature à réparer notre démocratie? Je pense que c'est presque impossible de tirer un bilan de tout ce qui a été dit. Enfin, je n'ai pas lu évidemment les contributions de citoyennes les millions enfin je sais pas combien il y en a eu. Je pense que c'est presque impossible parce que d'abord ce sont des choses toutes différentes, voire contraires peut-être même. Donc comment dresser un bilan, comment hiérarchiser les propositions? Il me semble qu'à ce stade, d'un point de vue centralisateur, de cette manière-là, ça ne peut pas fonctionner. Les gens, enfin, je veux dire les gens, vous, moi, enfin nous tous, nous ne pouvons émettre un vœu que si nous sommes dans un lieu que nous connaissons, avec des gens que nous avons en face de nous, avec des élus dont nous connaissons le visage de façon proche, et dans ce cas-là, ça devient raisonnable, ça devient responsable. Nous ne disons que des choses qui peuvent être faites et pas comme ça en l'air, n'importe quoi. Enfin, je pense le fait même que ça se traduise de cette manière complètement médiatique et énorme, en quelque sorte, est pour moi quelque chose d'absurde. Et sur les propositions... On est citoyen que dans sa ville. Enfin. Et sur les projets de réforme formulés par Emmanuel Macron, le rejet donc du RIC, on l'a dit, la non-reconnaissance du vote blanc, donc ça c'est balayé, mais il y a une dose de proportionnelle, environ 20% à l'Assemblée nationale lors des législatives, il y a la diminution du nombre d'élus, on parle d'une réduction d'à peu près 30% au Parlement, même si visiblement Emmanuel Macron a l'air disposé à en parler. Tout cela, qu'est-ce que ça vous inspire, Monique Cantos-Perber? Les plus grandes réserves, pour être franche, ne suis pas très favorable à la diminution du nombre des députés. Jusqu'à présent, Pourquoi? je n'ai vu aucun argument qui puisse me convaincre du contraire. Parce que nous avons un problème majeur de représentation aujourd'hui. Or, il me semble qu'un député qui aura affaire à une circonscription plus étendue que celle que c'est le cas à présent, aura nécessairement plus de difficultés à représenter le peuple. Et donc, en conséquence, les citoyens auront encore plus de réticence à aller le voir, ou en tout cas à relayer même pas leurs problèmes, parce que le député n'est pas là pour recueillir toutes les difficultés de chacun de nous. Il n'est pas là pour entendre les problèmes, mais pour les régler. Il est là pour percevoir les conditions d'existence des personnes, les perspectives que les citoyens ont. Il est aussi là pour sur voter la des vie lois. publique. Il est aussi là pour voter des lois. Il est à la fois au Parlement, évidemment, celui qui incarne l'intérêt public. Ça, c'est la Constitution française, c'est extrêmement important. Mais à partir de la perspective et de la connaissance et des témoignages, des attestations, en quelque sorte, qu'il a pu recevoir dans sa circonscription, c'est absolument important. Et quand on réduit le nombre de députés, en quelque sorte, on sclérose, on anémie. On rend anémique cette fonction de représentation. D'une certaine façon, je le regrette parce que l'aboutissement naturel de cette évolution est de transformer le député inévitablement en mandataire du pouvoir. D'ailleurs, c'est le cas dans pas mal de circonscriptions aujourd'hui en France. Chantal Delsol, d'accord sur cette question de la représentation. Finalement, ça ne va pas régler cette crise de la représentation qui est très importante en France. Je pense que c'est une proposition démagogique parce que ils pensent, à tort ou à raison, que la plupart des gens voient les élus comme beaucoup de dépenses au fond, et que limiter les élus limiterait les dépenses. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas une bonne affaire, parce que les élus, il faut pas qu'ils aient un trop grand territoire. Il faut qu'ils connaissent le territoire, il faut qu'ils connaissent les gens, il faut qu'ils représentent les gens aussi sur le terrain quand même si ce sont les élus du peuple. Monique Cantos-Perber, vous avez dirigé l'ENS, qui peut être considéré comme une école de l'élite. Vous avez publié un ouvrage en 2017, L'oligarchie de l'excellence. Emmanuel Macron a confirmé la semaine dernière la suppression de l'ENA. Il a également annoncé son souhait de supprimer les grands corps, tout en réaffirmant d'ailleurs son attachement à un certain élitisme républicain. C'est une bonne chose de supprimer l'ENA ? Je suis gênée parce que j'ai en effet, dans ce livre et dans nombreuses autres interventions,
critiquer l'ENA. Mais l'existence de l'ENA, et au-delà... Donc c'est un bon choix. Oui et non. L'école de fonctionnaires en tant que telle est absolument nécessaire. C'est pas la suppression d'une école qui recrute quand même 40 élèves au concours externe chaque année qui peut être une solution à la crise sociale que nous vivons. C'est extravagant de le penser. Une école de fonctionnaires est nécessaire en tant que telle, donc l'ENA serait justifiée. Il faut la réformer bien évidemment et surtout réformer les deux verrous en amont et en aval. En amont, c'est un recrutement des élites françaises qui est extrêmement concentré et concerne à peu près 5 à 8% des étudiants, très peu représentants de la diversité sociale, très peu représentants de la diversité des compétences et des talents de la jeunesse. Donc ouvrir le recrutement sur une diversité de compétences et une plus grande représentation sociale. Et puis surtout, en aval, décrocher l'ENA du système des corps de l'État. Et j'ai été la seule chose qui m'a évidemment ravie, bien que j'ignore absolument quel en est le contenu, c'est la suppression des corps de l'État. Parce que vous songez bien que les corps de l'État qui ont été créés par Napoléon, ce n'est pas vraiment une création des dernières décennies, sont accrochés à l'ENA. Puisque leurs membres sont recrutés parmi les élèves de l'ENA et la moitié à peu près des membres des conseillers des cabinets des cabinets ministériels sont recrutés également dans l'ENA. Bon, je comprends que c'est pas une mauvaise chose. Ça je comprends que c'est pas une mauvaise chose, Monique Cantos-Perdberg. Vous voulez pas le dire, mais c'est ce que vous dites. Encore plus important, donc on a raison. Il faut garder une école de fonctionnaires qu'il faut réformer, voilà. Mais en revanche, il faut supprimer les deux verrous, améliorer les deux verrous qui sont en amont et en aval. Chantal Delsol, en guise de conclusion, on arrive au terme de l'émission. Moi, je défends l'ENA d'autrefois où quelqu'un qui était socialement, géographiquement très lointain pouvait réussir l'ENA. Mais je ne défends pas l'ENA d'aujourd'hui parce que c'est vraiment une reproduction des élites. Donc, de toute façon, il faut changer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être les jurys, peut-être la manière de faire. Voilà. Bon, voilà donc peut-être une décision qui va dans le bon sens. Merci beaucoup l'une et l'autre. Mais vous restez avec nous, Chantal Delsol. Je rappelle que vous venez donc de co-diriger avec Giulio De Ligio La démocratie dans l'adversité, enquête internationale qui est parue au Cerf. Monique Cantos-Perdberg, je rappelle pour nos auditeurs qui veulent aller plus loin, La fin des libertés ou comment refonder le libéralisme, c'était chez Robert Laffont.